Je vais convier sur scène et inviter en table ronde French Bee, Brannon Wynne, Les Ilvani, Pascal Virolo, l'IRT, Raoul Vincent et Christian Loga pour la FRT. Donc on prend un petit temps, on va dire 5 minutes chacun pour ces tendances à La Réunion. On a également Jean-Michel Louis de l'OTIS qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui a enregistré des petites vidéos pour intervenir. Donc on passera son sujet en vidéo. Donc Brannon Wynne, je vais vous donner la parole en premier. Et donc, voilà, l'idée, c'est de nous parler un petit peu des tendances côté aérien, sur les flux, sur les tendances actuelles. Et French Bee, vous le direz mieux que moi, mais qui dessert La Réunion, mais pas que. Donc, merci en tout cas encore pour votre partenariat à ce forum, et c'est à vous. Merci. Donc déjà, je ne vais pas faire la pub French Bee, puisque ce n'est pas le sujet. Je vais quand même dire que les tendances qu'on vient d'entendre dans le digital, il y a beaucoup en fait qui sont liées aux tendances aériennes. Ceci dit, on voit que la pandémie a eu un impact certain sur tout le monde. Et je prends un peu de recul, puisque non seulement La Réunion, mais aussi partout dans le monde, c'est à peu près la même chose. Ça a un impact aussi à La Réunion, mais je veux dire que ces tendances sont assez globaux. Donc, numéro 1, on voyait et on voit encore un peu le revenge travel. Donc, on est coincé pendant tellement de temps avec le confinement, etc., qu'une fois les portes ouvertes, allez, on y va, tout le monde veut voyager, etc. Donc, il y avait une grande tendance au départ de revenge travel. On a vu ça. Je pense que là, maintenant, ça commence à reculer un peu. On a quand même sorti beaucoup de la poche, ceci dit. Et donc là, maintenant, avec l'inflation, on voit que les gens ils sont de plus en plus sensibles à les dépenses. Donc, je pense qu'il y a une tendance de revenge travel qui baisse. Par contre, ça a été une vraie introspection pendant le Covid sur la valeur et la qualité-prix. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Quand les gens, maintenant, ils se décident où ils veulent voyager, ils vont vraiment regarder la qualité de prix, ils veulent le choix. Donc côté French Bee, ça tombe très bien en fait dans notre modèle de smart cost. On appelle ça smart cost, puisque les gens ils cherchent pas forcément low cost, le plus bas possible service, mais rien du tout. Je veux vraiment le plus bas possible. C'est pas tout le monde. Certes, il y en a ceux qui cherchent le prix le plus bas, donc on a les prix d'appel, les services qui viennent avec, mais ils cherchent aussi, dans certains cas, plus de confort ou plus de flexibilité, peut-être l'aller différemment que le retour. Et donc, on voit que cette flexibilité, c'est très important en fait, c'est chez le consommateur. Nous, en étant Smart Cost, on donne la possibilité à choisir justement le formule qui leur va le mieux, que ça soit low cost tout le long, ou s'il veut, dès le départ, je veux un peu de confort, etc. Mais pour le retour, juste le minimum, ça m'ira très bien, etc. Donc, on voit cette tendance de besoin de choix qui est très important. Il y a aussi le côté, et ça devient de plus en plus vers l'écologie. Donc dans ces choix-là, c'est non seulement la qualité que je veux à ce moment-là, ou même le niveau de service, mais aussi l'écologie. Je parle aussi loisir que aussi corporate. Corporate, ça devient en fait dans la politique des sociétés maintenant de réduire le maximum en fait l'empreinte de carbone, mais aussi dans les choix personnels, il y a aussi un effet très fort. Nous, on a joué le jeu aussi côté French Bee en utilisant les appareils les plus performants. Donc, on a quand même
25% de moins de consommation de fuel sur nos appareils, les Airbus 350 000. On a aussi choisi la densité dans l'agencement en fait, de nos appareils. C'est-à-dire, on a fait le choix d'avoir 480 sièges dans l'avion en B-class. Donc, on a quand même le premium pour ceux qui veulent un peu plus de confort. Mais d'avoir le plus de monde en éco, ça réduit en fait les coûts par siège à un point où on peut justement offrir un tarif qui est le plus bas possible. Et encore, de notre côté, faire un peu de marge. Donc, ça nous permet d'avoir des taux de remplissage en moyenne, là, maintenant, à peu près 80%, mais en encore faisant un peu de l'argent, mais en donnant le service qui est demandé, en fait, de ce qu'on voit. On voit les tendances ont monté depuis 2019, et là, maintenant, je parle de la Réunion. On est maintenant au-dessus de ce qu'on avait en 2019. On a même augmenté l'offre, donc le nombre de sièges dispo sur le marché côté French Bee a monté quand même 9% depuis l'année dernière encore. Donc on continue à monter là, et ça veut dire en fait qu'il y a une vraie demande. Donc on voit que notre politique de notre côté d'offrir en fait les tarifs le plus bas, ça fait une espèce de démocratisation de voyage. C'est-à-dire, on ouvre les portes à beaucoup plus de monde. On voit avec la continuité, surtout à La Réunion, la possibilité, maintenant, ça s'ouvre beaucoup plus à plus de foyers. Et donc, je pense que c'est très important dans un marché, et j'espère que la petite sonnette de SNCF ne va pas faire, mais on voit justement que l'aérien a une importance énorme sur le marché, et on veut en fait que ça soit bien ouvert à le maximum du monde. Donc par rapport aux tendances, je pense qu'on est en croissance. Je pense que le consommateur, il cherche le choix et il cherche le confort, mais dans leurs termes. Il ne veut pas que ça soit exigé, il y a un prix et c'est fixe et c'est que ça. Il veut le choix. Et je pense que ça, c'est une tendance qui est globale, que le consommateur maintenant est beaucoup plus conscient dans leur choix, et peut-être ils veulent moins cher en vol pour dépenser plus donc en réceptif ou dans leur voyage, différentes parties. Ils veulent peut-être dépenser plus en expérience que le vol, etc. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit très régulièrement. Donc, voilà. Merci Brannon. Merci beaucoup pour French Bee. On va passer la parole à Pascal Virolo pour les îles Vanille, qui va nous parler des tendances côté croisière. C'est bon, merci. Alors c'est vrai qu'on repart des airs pour arriver dans l'eau avec le bateau. Et pour vous parler très très rapidement des tendances. D'abord, à l'échelon mondial, cette année marque la reprise très très forte de l'activité de la croisière. On considère qu'à la fin de l'année, on aura, encore une fois à l'échelon mondial, surpassé, en tout cas atteint et légèrement surpassé les chiffres de l'avant-Covid. Donc on est, on va dire, on est maintenant devant nous sur de belles années en termes de passagers et de croisières. Cette tendance arrive bien évidemment sur l'océan Indien et sur la Réunion, avec un décalage de quelques mois dû au fait que les bateaux, le temps qu'ils se positionnent de la Méditerranée à la zone, donc à partir de la saison qui va démarrer au mois de novembre, on s'attend à avoir des chiffres qui vont être plutôt bons, en tout cas avec des tendances proches de ce qui se passait en 2019. Après 2 années où il y avait rien du tout, enfin 0 passager, notamment en 2021. Donc on devrait avoir des prévisions, en tout cas des prévisions qui sont bonnes. On considère qu'on devrait se situer entre 35 000 et 40 000 passagers sur la prochaine saison, avec néanmoins
une différence notable qui est celle de l'implication, de l'impulsion du développement durable, à la fois à l'échelon mondial et en particulier à l'échelon local, Océan Indien et Réunion. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, contrairement des images que l'on pourrait avoir sur le secteur d'activité, les compagnies ont fait non seulement des efforts, mais aujourd'hui sont souvent en pointe et vont beaucoup plus loin que les destinations elles-mêmes en matière de développement durable. Et donc ça pose un certain nombre de problématiques et de questionnements, si on revient sur l'île, par exemple, puisqu'aujourd'hui, les compagnies nous disent très bien, nous sommes inscrits dans le développement durable, de 2030, zéro émission, peut-être quelques années un peu plus loin pour les plus grosses compagnies, mais néanmoins, nous, on s'est engagé à être neutre en carbone à l'échelle 2050. Et vous? Est-ce que lorsque notre bateau arrive, est-ce que votre escale nous permet de nous inscrire et de dire à nos passagers que nous sommes en développement durable? Est-ce que vous utilisez pour vos excursions des bus électriques? Est-ce qu'on peut se brancher à quai pour les bateaux? Est-ce que la nourriture que vous nous proposez vient de circuits courts? Enfin voilà, plein de questions qui font que bien souvent, les compagnies sont en avance et vont pousser, elles ont déjà démarré bien évidemment, mais vont continuer de pousser très lourdement les acteurs. Et donc ça, ça démarre, en tout cas cette tendance-là, elle démarre dès maintenant et sur la fin de l'année, on va le sentir très très fortement. À côté de ça, le changement qui a été opéré également, c'est que nous travaillons avec des compagnies qui ont des bateaux plus petits, plus respectueux de l'environnement, mais également avec des retours financiers beaucoup plus importants. Parce qu'au bout du bout, ce qui compte, puisqu'on est quand même sur un secteur où l'objectif, c'est quand même le business à la fin de la journée, c'est d'avoir des recettes plus importantes. Donc on a des compagnies où on a des passagers qui, en moyenne, dépensent 1 000 € par jour. Faites le calcul par rapport au tourisme traditionnel et vous verrez que c'est extrêmement intéressant de les avoir. Mais ça veut dire aussi que les attentes en matière de prestations, en matière de services, ne sont pas les mêmes. À la fois pour les prestataires qui œuvrent traditionnellement sur la croisière, mais également sur les autres. Et c'est là que je voulais faire un peu le lien, notamment avec les personnes qui vont intervenir après moi. C'est que la croisière, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser encore une fois, un secteur à part par rapport au tourisme traditionnel. D'habitude, dans quelques jours, de nombreux professionnels vont se retrouver à Topresa à Paris. On va chercher des clients, on va chercher des tours opérateurs, on essaie de séduire pour attirer des clients. On fait donc du marketing d'acquisition, un peu on essaie de faire d'autres choses, mais on est surtout sur du marketing d'acquisition. On va chercher des clients. La croisière, c'est en fait, il faut le voir comme ça, c'est en fait un salon qui vient chez nous. Vous avez des passagers qui vont sortir pendant une journée, 2 dans certains cas, et qui vont visiter l'île, voir un certain nombre de choses. Les efforts marketing qui peuvent être faits sur ces personnes pour qu'ils reviennent dans un cadre plus traditionnel est extrêmement faible. Si le travail d'accueil est fait correctement, et il l'est fait, je ne vais pas dire le contraire, mais en tout cas, pour bien insister là-dessus, si le travail est fait correctement, si les moyens sont donnés sur l'accueil qui sont réservés à ces passagers-là, ils reviendront. À l'échelon mondial, 40 à 60% des passagers de croisière reviennent. Et lorsque vous avez des passagers qui dépensent, je l'ai dit tout à l'heure, 1 000 € par jour, je pense qu'il y a moyen et intérêt peut-être de se battre pour qu'ils reviennent. Donc d'où l'intérêt de faire en sorte que le secteur de la croisière et le secteur plus traditionnel travaillent ensemble, au-delà de ce que l'on pourrait penser, en se disant ils viennent qu'une journée, ça ne nous intéresse pas. Bien au contraire, c'est un salon qui vient chez nous, qui vient chez vous, qui vient manger chez certains d'entre vous. Certains d'entre vous vont les guider. Donc ce sont à chaque fois des ambassadeurs qui peuvent, attraper le client beaucoup plus facilement. D'où l'intérêt, encore une fois, de travailler en étroite collaboration avec la FRT, avec l'IRT et les acteurs de la croisière pour aller chercher vos clients de façon très simple et beaucoup plus aisée. Voilà, je ne serai pas plus long. J'ai tenu mes 5 minutes comme demandé. Parfait. Et à votre disposition pour toutes questions. Parfait, merci beaucoup Pascal. Nous allons passer maintenant au sujet des tendances côté tourisme extérieur avec Raoul Vincent pour l'île
de la Réunion Tourisme. À toi, Raoul. Merci. Bonjour à tous. Donc, où en est-on au niveau du tourisme à La Réunion, mais aussi dans le monde? Donc, 2023 est une année qui va être une très bonne année selon le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, puisqu'on devrait retrouver les niveaux d'avant la crise Covid. Donc, on s'aperçoit qu'au premier trimestre en fait 2023, on est un peu en deçà de 2019. Certains territoires, certaines zones continentales ont retrouvé des niveaux supérieurs. Je pense notamment à la zone Moyen-Orient, qui part de l'Égypte à l'Arabie Saoudite, en passant par la Jordanie. Donc, c'est des pays qui ont retrouvé le niveau de 2019. L'Europe est légèrement en deçà, moins 10%, et la zone Afrique à moins 12%. Donc, nous, on se situe plutôt dans la zone Afrique. Alors, quand je regarde la fréquentation au niveau de l'océan Indien, les Maldives ont surperformé, donc elles sont actuellement sur le premier semestre 2023, plus 7,7%. Les Seychelles et Maurice sont un peu en deçà de 2019 sur le premier semestre, moins 8 et moins 8,2%. Donc, où en est la Réunion? C'est la question. Donc, selon la secrétaire déléguée au tourisme, Olivia Grégoire, l'année 2023, pour la France, en tout cas, serait une très bonne année, un grand cru. Les Français ont sacralisé les vacances, donc ils ont dépensé un peu différemment avec le phénomène d'inflation, mais ils ont continué à fréquenter leur territoire et à dépenser. Un secteur d'activité qui connaît une petite turbulence, je dirais, aérienne, c'est le secteur de l'hôtellerie qui est de plus en plus concurrencé par les locations saisonnières. Donc sur la métropole, c'est à moins 2%. Et une observation en termes de tendance de comportement, c'est que les touristes ont tendance à rester de plus en plus longtemps dans leur site de prédilection. Donc, je commence par la clientèle locale au niveau de la Réunion. Donc, le premier semestre 2023, alors mes chiffres ne sont pas encore officialisés, hein, donc je ne donne que les évolutions en pourcentage. Donc, on a eu une baisse en fait des Réunionnais en séjour à la Réunion. On a une baisse du nombre de nuitées marchandes de moins 14% sur le premier semestre et on a une baisse des recettes touristiques, en fait des résidents réunionnais qui ont consommé le produit Réunion. Côté excursion, on a eu une augmentation du nombre d'excursions. Les excursions, c'est quelqu'un qui part découvrir le territoire, mais qui ne dort pas, mais qui va consommer un produit touristique. Par contre, là, on observe une baisse au niveau des excursions avec activité payante. On observe aussi une baisse des recettes pour la partie des excursions. Donc, la tendance que j'ai observée, c'est que les Réunionnais ont plutôt économisé sur le premier semestre par rapport à 2022. Alors, peut-être qu'en 2022 aussi, suite à la crise Covid, ils étaient en mode un peu revenge, hein, ils avaient consommé fortement localement, et qu'en 2023, il y a un peu un retour à la normale et peut-être un retour vers des vacances pour les résidents réunionnais vers l'extérieur avec les destinations qui se sont petit à petit ouvertes. Côté fréquentation touristique extérieure, donc là c'est notre grosse enquête au niveau des aéroports. Donc la fréquentation au cours du premier semestre 2023 est nettement supérieure à 2022, donc plus 30%. Et on s'aperçoit aussi qu'on est supérieur à 2019, plus 12,4%. Donc la progression était plus forte sur le premier trimestre que sur le deuxième, mais reste quand même à un bon niveau. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'en tout cas la destination Réunion est très bien orientée, en tout cas sur les marchés étrangers, hein, principalement le marché métropolitain. Et c'est ce qui explique ces bons résultats. Alors qu'en est-il pour le second semestre ? Je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai un outil qui s'appelle Forward Keys GDS. Donc, c'est toute la partie vente intermédiaire. Donc, en fait, toutes les réservations aériennes qui ne sont pas opérées directement auprès de la compagnie aérienne. Si vous réservez sur le site d'une compagnie aérienne, je ne le verrai pas. Si vous allez dans une agence d'une compagnie aérienne, je ne verrai pas. Mais par contre, si vous êtes passé par une agence de voyage, ces données vont remonter sur cette plateforme. Donc, pour le deuxième semestre 2023, on a un état des réservations
qui est de plus 25,9%. Alors ces bons résultats, c'est par rapport à 2022 bien évidemment, mais sont aussi une observation que j'ai pu faire par ailleurs, c'est que les capacités aériennes ont été meilleures que dans les années précédentes. Donc on remercie aussi les compagnies aériennes qui font confiance à la destination, qui mettent plus de sièges à destination de la Réunion, ce qui permet à la fois aux résidents réunionnais de pouvoir sortir et aller faire des vacances, tout en maintenant une croissance des arrivées touristiques extérieures. Donc voilà, j'ai été concis, j'ai essayé en tout cas. Merci. Parfait, Raoul. Parfait. Merci beaucoup. On va donc enchaîner sur le sujet du tourisme local, donc les tendances à La Réunion sur le tourisme local, avec la Fédération réunionnaise de tourisme et son directeur, Christian Loga. À toi, Merci Christian. Sophie. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler, moi, plus particulièrement de la fréquentation du réseau des offices de tourisme. Le réseau des offices de tourisme, c'est 5 territoires qui sont divisés via les intercommunalités, bien entendu. Donc, vous avez l'OTI Nord, vous avez le côté Est Réunion, qui a changé de nom récemment. Hein. Avant, c'était l'OTI Est et maintenant, ça s'appelle côté Est Réunion. Destination Sud Réunion, OTI Sud et l'OTI Ouest, bien entendu. Donc, ce que je souhaitais faire un focus sur la fréquentation pour exprimer le rôle des offices de tourisme dans leur posture d'ambassadeurs, de contributeurs, de pourvoyeurs de clientèle, mais aussi de contributeurs au niveau de l'expérience client, parce qu'ils sont sur le terrain. Et ils subliment un peu l'expérience client sur la destination. Ils touchent la clientèle locale, mais aussi la clientèle extérieure. Alors là, on va focuser sur la partie, on va dire, physique, parce que Armel l'a souligné tout à l'heure. L'expérience client, on doit aussi la fournir au niveau de l'expérience physique. Et le rôle des offices de tourisme est prépondérant dans cette expérience, lorsque le client vit son expérience sur le territoire. Donc majoritairement, la fréquentation des offices de tourisme, elle est étudiée et observée sur la partie physique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, avant qu'on vive cette fameuse expérience, la fréquentation se chiffrait aux alentours de 480 000 personnes qui franchissaient la porte d'un bureau d'information touristique qu'on appelle vulgairement le BIT. Aujourd'hui, c'est tombé à quasi 49-50%, répartis sur l'ensemble du territoire. Mais ça repart. La tendance est plutôt à l'augmentation et au retour, petit à petit, tilamp, aux chiffres que nous avons connus en 2019. Ils se maintiennent aussi, mais ce qu'on peut observer, c'est une tendance qui change par rapport au territoire. Alors, je ne vais pas le faire sur chaque territoire, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est qu'on a 3 grandes zones. On a le nord et l'est. On a l'ouest, qui est une partie très importante de l'offre touristique et de l'expérience touristique à La Réunion, mais pas seulement. On a le sud et les suds, OTI Sud, Destination Sud Réunion, qui voient leur fréquentation augmenter. Alors, historiquement, il y a Sillaos qui bat tous les records en termes de fréquentation d'office de tourisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'office de tourisme de Sillaos est sur un parcours client. Et dans cette fameuse avenue, pour tous ceux qui connaissent le centre du village de Sillaos, et qu'on franchit la porte du bureau d'information touristique, pas seulement pour avoir une information touristique, mais aussi pour aller acheter des produits de Sillaos. Parce qu'il y a un ancrage très fort au niveau des produits, la lentille de Sillaos, le vin de Sillaos notamment. Et historiquement, depuis, on va dire, un peu plus de 10 ans, Sillaos bat tous les records de fréquentation, pour cette raison notamment. Mais ce qu'on peut observer, c'est que dans les autres bureaux d'information du Sud, il y a une fréquentation plus forte. Parce qu'on a besoin de se renseigner, parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de connaître et on a besoin de rencontrer aussi pour comprendre. Et ça représente à peu près 45%
de 235 000 visiteurs par an, en tout cas en 2022. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on voit que la fréquentation des offices n'est pas la même en fonction du nord et de l'est, de l'ouest et du sud. Dans le nord, c'est à peu près 30%. Et dans le nord et l'est, pardon, c'est à peu près 30%. Et dans l'ouest, ça touche 24% des visiteurs. Donc on est sur 235 000 à peu près. Donc vous voyez un petit peu les changements qui s'opèrent. Mais attention, il ne faut pas le prendre pour acquis. Dans l'ouest, par exemple, si on observe ce qui se passe chez eux, il y a une dynamique digitale, numérique, extrêmement forte. Donc on peut se dire que la fréquentation peut-être n'augmente pas forcément ou se stagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une facilitation de l'expérience digitale. On ne compte pas aussi les coups de téléphone ou les mails qui sont envoyés aux conseillers en séjour dans les bureaux d'information touristique ou dans les offices pour avoir de l'information, faire une réservation, etc. Donc ce serait intéressant aussi d'inclure ces chiffres dans notre observation. Mais tout ça pour dire que ce qu'on peut constater, c'est que l'expérience physique reste importante. L'échange humain reste très important, notamment à La Réunion, et que nous en avons encore besoin. Et que le réseau des offices de tourisme apporte une contribution supplémentaire à l'expérience client à La Réunion, que ce soit pour la clientèle locale, majoritairement je dirais, que envers la clientèle extérieure. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Je voudrais juste rajouter, concernant Raoul Vincent, l'IRT, n'hésitez pas à le solliciter ensuite sur le sujet des indicateurs. On a parlé beaucoup d'indicateurs économiques, chiffrés, et il y a tout un travail qui est fait actuellement par l'IRT et des partenaires sur des indicateurs de développement durable qui sont très intéressants pour sortir un peu justement des données chiffrées classiques, d'inclure ces données-là. Donc je voudrais m'excuser parce que j'ai fait déjà une petite boulette, mais c'est pas très grave, c'est juste que j'ai annoncé Jean-Michel Louis de l'OTIS pour des vidéos, mais c'est pas sur ce moment-là, c'est tout à l'heure. J'ai besoin d'un petit café comme vous, mais la pause c'est pas tout de suite, c'est juste dans un petit moment après le sujet suivant. Et pour le sujet suivant, je vais convier Géraldine Huette de la FRT et Julie Broche de l'Office de tourisme du Sud. Merci à vous pour cette table ronde.